Jean-Jacques Rousseau. Un cœur sensible fit tous les malheurs de ma vie. Rousseau, Les Confessions, livre 1er. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ainsi s'ouvre la première promenade de la dernière œuvre autobiographique de Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire. Comment celui qui écrivit que l'homme est naturellement bon, et qu'il n'avait cherché dès l'enfance qu'à aimer et à être aimé, en est-il venu à fuir ainsi la société des autres hommes, et la persécution dont à son avis il le poursuivait? Mais encore, comment le héros de La Vérité a-t-il aussi pu être l'auteur de La Nouvelle Héloïse, immense succès romanesque de son siècle? Enfin, pourra-t-on donner ici une idée de la vie et de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, inventeur de l'autobiographie telle que nous la définissons encore aujourd'hui, sans continuellement prendre pour source ses propres confessions? Aussi ne sera-t-il pas question ici de séparer l'une et l'autre, la vie et l'œuvre. Comme chez Rousseau, les idées philosophiques naissent des convictions personnelles, et la vie et la fiction se nourrissent l'une l'autre. Je suis né à Genève en 1712, d'Isaac Rousseau citoyen et de Suzanne Bernard citoyenne, écrit Rousseau au seuil de ses Confessions. Précisons que dans la République de Genève, seuls les citoyens jouissent de la totalité des droits civils et politiques. Ils sont donc la première catégorie d'électeurs. La mère de Rousseau meurt en lui donnant la vie, ce dont il fait l'origine du sens pathétique imprimé au reste de son existence. Je cite: « Je naquis infirme et malade, je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. » Fin de la citation. Mais tout comme son père, la mère de Rousseau lui a légué un cœur sensible, selon ses mots. Mais elle a aussi laissé derrière elle une bibliothèque pleine de romans, que le fils et le père ont au fait de dévorer ensemble. Après les romans, ils se jetteront dans la lecture de la bibliothèque plus édifiante de l'oncle de Rousseau, Pasteur, qui contient notamment les vies exemplaires de Plutarque, origine, selon Rousseau, de son âme romaine. Rousseau, dès le plus jeune âge, est donc plein de fiction. Celles-ci consolent de l'absence de la mère, sont source de plaisir et emplissent l'esprit du jeune enfant de nombre de chimères qui l'accompagneront le reste de sa vie. C'est enfin une éducation pleine d'amour qu'il nous décrit, avant de s'interroger. Comment serais-je devenu méchant? Manière d'affirmer naturellement la bonté naturelle, précisément, de l'enfant qu'il a été. Suite à une querelle, le père de Rousseau doit quitter Genève. Rousseau y demeure chez son oncle avec un cousin du même âge. Tous deux sont mis en pension chez le pasteur Lambercier et sa sœur, mademoiselle Lambercier, à Beausset. Le récit qu'il donne de cette période de sa vie dépeint une forme de paradis perdu, fait d'innocence, d'amitié fraternelle avec son cousin, d'éducation sans contrainte et d'amour de la nature. Partout la bienveillance et la vertu. Deux épisodes emblématiques de cette période sont décrits dans les Confessions. Celui de la fessée donnée par mademoiselle Lambercier au jeune garçon, qui éveille le désir sensuel tout en fixant les contours pour toujours. Épisode honteux dont le récit tend à prouver la sincérité absolue avec laquelle l'auteur se dévoile dans son texte. Et l'épisode du peigne brisé, qui marque aussi la fin de cette période bénie. L'enfant est accusé d'un méfait qu'il n'a pas commis, celui d'avoir brisé un peigne, et découvre en un coup la dissociation de l'être et du paraître et l'existence de l'injustice. Les apparences le désignent comme coupable. C'est la chute hors du paradis, de l'enfance, et le début du deuil et de la recherche inlassable dans ses œuvres de la transparence des cœurs. Je cite Rousseau, « Là fut le terme de la sérénité de ma vie enfantine. » À 12 ans, Rousseau est mis en apprentissage chez un graveur. Les durs traitements qu'il y reçoit le convertissent, selon ses dires, au vice. Je cite, « mensonge, fainéantise, vol ». La tyrannie d'un maître est donc désignée comme mère de vice
qui n'était pas dans la nature du jeune homme. En 1728, au retour d'une promenade, il trouve les portes de Genève fermées et en prend son parti en décidant de quitter la ville. Il ira à Annecy, où il rencontre Madame de Warens, suisse d'origine et convertie au catholicisme. Celle qu'il pensait devoir être, avant de la rencontrer, je cite, une vieille dévote, se révèle en fait au jeune Rousseau comme une jeune femme de 28 ans très séduisante. Il s'attache à elle dès la première entrevue, selon le principe de la sympathie des âmes, et elle demeurera, jusque dans sa dernière œuvre, l'une des figures féminines aimées centrales de sa vie. Elle le fait entrer à Turin dans un hospice de catéchumènes, où il se convertit lui aussi au catholicisme. Après avoir été laquais, séminariste, secrétaire d'un prêtre escroc, musicien, Rousseau retourne à Annecy en 1731 et retrouve sa protectrice, Madame de Warens, qui l'appelle maman et qui devient aussi son amante. En 1738, tous deux séjournent ensemble à la campagne, dans le vallon des Charmettes, près de Chambéry. Rousseau connaîtra ici le court bonheur, je le cite, de son existence, comme il l'écrit. Mais parti à Montpellier pour consulter un médecin, quand il revient, la place aux côtés de Madame de Warens est prise par un autre. En 1742, Rousseau est à Paris. Il y soumet aux académiciens un projet concernant de nouveaux signes pour la musique, c'est-à-dire un nouveau système d'écriture de la musique. Il ne convainc pas vraiment, mais se met à fréquenter le monde littéraire de la capitale. Il noue par exemple une amitié avec Diderot. En 1743, il séjourne un an à Venise comme secrétaire d'ambassade, mais il se brouille avec l'ambassadeur. D'après des témoignages qui ne convergent pas toujours, l'ambassadeur Montaigu reproche à Rousseau d'outrepasser son statut de serviteur, et Rousseau estime, lui, que ses compétences ne peuvent le faire traiter en simple domestique. On voit ici, dans la vie de Rousseau, à l'œuvre la question de l'ordre social qu'il occupera dans chacune de ses œuvres. En 1745, Rousseau retourne à Paris et compose un opéra, Les Muses galantes. Il entame aussi sa liaison avec Thérèse Levasseur, une lingère orléanaise avec laquelle il aura 5 enfants, qui seront tous confiés aux enfants trouvés. Les futurs ennemis de Rousseau ne manqueront pas de souligner ce paradoxe pour l'auteur d'Émile ou de l'Éducation. À Paris, Rousseau continue de développer ses relations mondaines. Il écrit notamment des articles de musique pour l'Encyclopédie. En 1749, son ami Diderot est écroué au château de Vincennes pour offense aux mœurs et à la religion. Ici se tient le tournant dans la vie de Rousseau, tel que lui-même en fait le récit. Cet épisode de sa vie est connu sous le nom d'Illumination de Vincennes. Rousseau va rendre visite à Diderot au château de Vincennes, et en lisant le Mercure de France en chemin, il tombe sur le sujet mis au concours par l'Académie de Dijon. Sujet, : si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. Il s'agit donc d'une question. Voici comment Rousseau décrit lui-même cette illumination. Je cite. « Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sentis l'esprit ébloui de 1000 lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois, avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Ô monsieur, si j'avais jamais pu écrire le quart de ce que j'ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon naturellement et que c'est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. » Fin de la citation. Il s'agit d'une lettre à Malesherbes. Vous voyez qu'avec cette ébauche de biographie, on entre en fait au cœur des idées présentes dans l'œuvre de Rousseau. Ainsi naissent donc les idées qui seront élaborées et mises à l'essai dans 3 de ses œuvres, le discours sur les sciences et les arts, mais aussi le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et enfin, Émile ou de l'Éducation. Voilà comment, lorsque j'y pensais le moins, je devins auteur presque malgré moi, écrit Rousseau. Au début du livre 8 de ses Confessions, il fixe ainsi le sens de cet épisode. Avec celui-ci,
c'est-à-dire le livre Le discours sur les sciences et les arts, avec celui-ci commence, dans sa première origine, la longue chaîne de mes malheurs. Fin de la citation. C'est-à-dire sa carrière d'homme de lettres qui le fait passer de la bienheureuse obscurité à la lumière. Rousseau accède donc à la célébrité, ce qui s'accorde mal avec sa personnalité et les principes qu'il défend dans ses œuvres. Il entend donc quitter le monde et gagne sa vie comme copiste de musique. En 1752, il réagit de nouveau mal au succès de son opéra, Le Devin de village, ce qui suscite incompréhension et indignation de la part de nombre de ses contemporains. À la même période, il se positionne comme partisan de la nouvelle musique italienne, de même que Diderot, contre les défenseurs du répertoire français. Tout cela contribue plutôt à lui attirer une célébrité négative. En 1753, nouveau concours de l'Académie de Dijon. La réponse qu'il y apporte est à l'origine de son futur discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui sera jugé éminemment subversif. Ses relations se dégradent avec les autres encyclopédistes. Rousseau retourne à Genève et abjure le catholicisme. En 1755 paraît son article « Économie politique », ainsi que le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Voltaire y réagit ironiquement par ce commentaire. Voici la philosophie d'un gueux. Un second différend oppose bientôt les deux hommes, à propos du tremblement de terre de Lisbonne en novembre 1755. Voltaire voit dans cette tragédie la preuve de l'absence de providence. Rousseau conteste cette analyse. Il se brouillera également avec Diderot après 15 ans d'amitié. En bref, Rousseau commence à s'isoler. En 1758, paraît la lettre à d'Alembert sur les spectacles, dans laquelle Rousseau dénonce l'immoralité du théâtre, ce qui lui attire l'hostilité générale. De 1759 à 1762, dans sa retraite chez le maréchal du Luxembourg, Rousseau achève la rédaction de la Nouvelle Héloïse, du Contrat social et de l'Émile. À partir de là, Rousseau va se sentir de plus en plus persécuté. En 1762, le Parlement de Paris condamne l'Émile en raison des idées religieuses qui y sont défendues dans la partie intitulée « Profession de foi » du vicaire savoyard. Menacé d'arrestation, Rousseau repart en Suisse. Mais le livre est brûlé en place publique de Genève, avec le contrat social. Rousseau se réfugie à Motier, près de Neuchâtel, où il ébauche l'écriture de ses confessions. Mais suite à ces lettres écrites sur la montagne, à la lecture desquelles Voltaire se sent mis en cause, Voltaire rend public l'abandon par Rousseau de ses enfants aux enfants trouvés, entre autres. La réputation de Rousseau devient si mauvaise, l'hostilité si grande que sa maison est lapidée au milieu de la nuit. Rousseau s'enfuit sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, île décrite comme un nouveau paradis, un écrin enchanté, qu'il décrira dans ses rêveries, et où précisément il se livre à cette expérience singulière de la rêverie, à laquelle il donnera forme littéraire. Mais il en est bientôt chassé par les Bernois. Il s'exile en Angleterre, où il est accueilli par le philosophe David Hume. Mais bientôt, il se brouille avec son hôte, en se mettant à le soupçonner d'être le complice de ses ennemis. Retour en France. La paranoïa et le sentiment de persécution ne le quittent pas. Rousseau se marie avec Thérèse Levasseur en 1768. Et il poursuit la rédaction de ses confessions, dont l'un des objectifs est bel et bien de se justifier aux yeux de ses contemporains. Il en organisera d'ailleurs des lectures publiques de retour à Paris, bientôt interdites. Rousseau gagne sa vie comme copiste de musique et se partage entre botanique et promenade. Mais aussi, de 1772 à 1775, il écrit des dialogues intitulés Rousseau, juge de Jean-Jacques. Dans ces dialogues, il tente une fois de plus d'assurer sa propre défense. Rousseau s'y représente lui-même sous les traits de deux personnages, Rousseau donc, et Jean-Jacques. Il va aller jusqu'à distribuer ses dialogues aux passants, en vain. À partir de 1776, il se lance dans l'écriture des rêveries du promeneur solitaire, dont vous comprenez mieux à présent à la fois le titre et l'extrait lu au seuil de cette présentation. Et cette fois, il n'est plus question d'espérer quoi que ce soit du public. Je cite. « J'ai perdu pour jamais
l'idée de ramener de mon vivant le public sur mon compte. Et même ce retour ne pouvant plus être réciproque, me serait désormais bien inutile. Les hommes auraient beau revenir à moi, ils ne me retrouveraient plus. Qu'ils me fassent désormais du bien ou du mal, tout m'est indifférent de leur part, et quoi qu'ils fassent, mes contemporains ne seront jamais rien pour moi. » Fin de la citation. En 1778, Rousseau s'installe à Ermenonville, près du château du marquis de Girardin. Il meurt en juillet, sans doute d'une apoplexie. Il est inhumé dans l'île des Peupliers, qui deviendra un lieu de pèlerinage. Marie-Antoinette, entre autres, s'y rendra. En 1794, ses cendres sont transférées au Panthéon par le régime politique révolutionnaire de la Convention. Arrêtons-nous à présent, non pas sur toutes, mais sur certaines des œuvres majeures de Rousseau, philosophe, romancier, écrivain de sa propre vie et poète. Au fil de ce parcours, l'énoncé de quelques-unes des idées majeures qui reviennent dans ses œuvres permettra de réfléchir à la place singulière qu'occupe Rousseau au sein de ce que l'on a appelé le siècle des Lumières. Commençons par le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et Émile ou de l'éducation. Pourquoi avoir réuni ici ces trois ouvrages? Parce que d'après Rousseau, l'illumination de Vincennes en a jeté en un seul coup les germes. Citons-le de nouveau. Avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon naturellement, et que c'est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. Fin de la citation. Contradiction du système social, abus des institutions, homme bon naturellement, et rendu méchant par les institutions. On voit là que Rousseau ne se contentera pas de montrer le ridicule des mœurs de ses contemporains. Il n'est pas satiriste. Il va plus loin, en ciblant directement les institutions sur lesquelles repose la vie sociale. Reprenons de manière un peu plus détaillée. On a dit comment était né le discours sur les sciences et les arts, à partir de la question de l'Académie de Dijon, si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. La réponse de Rousseau est la suivante, je cite. « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Fin de la citation. En affirmant que la civilisation s'oppose à la vertu, Rousseau va résolument à contre-courant de l'idée que le progrès des arts et des sciences conduit l'humanité au bonheur, idée défendue par exemple par les encyclopédistes. On voit s'affirmer ici l'indépendance de pensée de Rousseau, une pensée qui, on va le voir, s'appuie sur la dissociation radicale entre un hypothétique état de nature de l'homme et un état de l'homme en société. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, paru en 1755, est né d'un nouveau sujet du concours proposé par l'Académie de Dijon en 1753. Je cite, « Quelle est l'origine de l'inégalité des conditions parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ?» La thèse centrale de Rousseau est que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui est la source du mal. Dans La transparence et l'obstacle, un des ouvrages qu'il consacre à l'œuvre de Rousseau, Jean Starobinski écrit « Rousseau veut saisir le principe du mal. » Fin de la citation. Chez lui, morale et politique sont donc inséparables. Dans ce discours, Rousseau décrit dans un premier temps l'état de nature, fiction théorique qui aide à mesurer l'écart avec la dégradation de l'homme en société. Il s'oppose en cela par exemple à Hobbes, qui associe l'état de nature à l'état de guerre perpétuelle entre les hommes. Pour Rousseau, Hobbes raisonne sur des passions qui n'existent en fait que chez l'homme en société. Dans une seconde partie, Rousseau identifie le moment de l'apparition du mal, c'est-à-dire de l'inégalité entre les hommes. Les membres de la société se sont associés d'après un contrat parfaitement inégalitaire, auquel Rousseau proposera de substituer un autre contrat, on le verra. Et ce contrat inégalitaire commence avec l'établissement de la propriété. Je lis maintenant un extrait du début de la seconde partie du discours. Le premier, qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.
On voit en quoi Rousseau devait profondément heurter les convictions défendues par Voltaire, pour ne citer que lui. L'Émile, enfin, est un traité d'éducation en même temps qu'une vraie somme philosophique. Et c'est peut-être bien la question de l'éducation qui permettrait d'articuler ces deux termes entre lesquels il n'existe théoriquement pas de continuité, l'homme à l'état de nature et l'homme corrompu. En établissant, en fait, les principes d'une éducation de l'individu qui serait conforme à la nature. Je lis maintenant le début du livre premier, ou plutôt des extraits. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. C'est à toi que je m'adresse, tendre et prévoyante mère, qui sut t'écarter de la grande route et garantir l'arbrisseau naissant du choc des opinions humaines. On façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Si l'homme naissait grand et fort, sa taille et sa force lui seraient inutiles jusqu'à ce qu'il eût appris à s'en servir. Elles lui seraient préjudiciables, en empêchant les autres de songer à l'assister. Et abandonné à lui-même, il mourrait de misère avant d'avoir connu ses besoins. On se plaint de l'état de l'enfance. On ne voit pas que la race humaine eût péri si l'homme n'eût commencé par être enfant. Fin de la citation. Mais attention, l'Émile n'est pas un ouvrage de réflexions abstraites, bien au contraire. Il se caractérise par la prise en compte permanente de l'âge de l'enfant et de ses capacités, le souci de l'épanouissement de son corps, et des recommandations aussi concrètes que de s'opposer à l'emmaillotement des enfants, que l'on suspend parfois ensuite à un clou pour être tranquille. Je cite Rousseau, « L'enfant nouveau-né a besoin d'étendre et de mouvoir ses membres. » L'Émile recommande également aux mères d'allaiter elles-mêmes leurs enfants. Enfin, Rousseau y déconseille la lecture des fables de La Fontaine aux enfants, qui d'après lui n'y entendent rien et en tireront volontiers des leçons d'immoralité. Il est peut-être temps ici de revenir une dernière fois sur la question de l'abandon de ses enfants par Rousseau. Celui-ci s'en explique dans ses Confessions, livre 8e. Je cite. « En un mot, je ne mis aucun mystère à ma conduite, non seulement parce que je n'ai jamais rien su cacher à mes amis, mais parce qu'en effet je n'y voyais aucun mal. Tout pesé, je choisis pour mes enfants le mieux, ou ce que je crus l'être. Je voudrais encore avoir été élevé et nourri comme ils l'ont été. » Fin de la citation. Il s'en explique de nouveau dans ses rêveries, à la 9e promenade. Je cite. « Je comprends que le reproche d'avoir mis mes enfants aux enfants trouvés a facilement dégénéré, avec un peu de tournure, en celui d'être un père dénaturé et de haïr les enfants. Cependant, il est sûr que c'est la crainte d'une destinée pour eux 1000 fois pire et presque inévitable par toute autre voie qui m'a le plus déterminé dans cette démarche. Plus indifférent sur ce qu'ils deviendraient et hors d'état de les élever moi-même, il aurait fallu dans ma situation les laisser élever par leur mère, qui les aurait gâtés, et par sa famille qui en aurait fait des monstres. Je frémis encore d'y penser. Je savais que l'éducation pour eux la moins périlleuse était celle des enfants trouvés, et je les ai émis. Je le ferais encore avec bien moins de doute aussi si la chose était à faire, et je sais bien que nul père n'est plus tendre que je l'aurais été pour eux, pour peu que l'habitude eût aidé la nature. À vous de juger. Il faut enfin mentionner la profession de foi du vicaire savoyard, qui se trouve dans l'Émile, et suscita sa condamnation. On a déjà dit que Rousseau défendait contre Voltaire l'idée d'une providence bienfaisante. Il poursuit cette réflexion dans la profession de foi. Un vicaire savoyard s'y adresse à un jeune protestant, tout juste converti au catholicisme. Il y affirme qu'une intelligence est à l'origine de l'ordre qui anime la nature, mais aussi que l'homme est animé par une volonté qui découle de sa liberté. Et ce texte a donc tout pour déplaire enfin à la fois à l'Église et aux athées et matérialistes. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. C'est le paradoxe frappant sur lequel s'ouvre le contrat social paru en 1762. La question de Rousseau est la suivante. Comment rétablir les hommes dans leur liberté, non pas dans un état de nature avec lequel la rupture est par définition radicale, mais dans l'ordre civil lui-même? Ou encore, comment établir des principes de droit politique justes? La réponse qu'il apporte à ces questions établit le régime démocratique
comme seul régime politique pouvant être juste. Le contrat que doivent passer les hommes ensemble s'énonce de la façon suivante. Je cite. « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » Fin de la citation. La clause centrale de ce contrat est, je cite, « l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. » Fin de la citation. Chacun renonce à sa liberté naturelle pour accéder à l'état de liberté civile. C'est le peuple qui est souverain. En tant que citoyen, l'individu a part à cette volonté générale qui prime sur ses intérêts particuliers. En quelque sorte dissocié en deux, l'individu peut avoir des intérêts particuliers qui vont contre l'intérêt général. Mais alors le corps souverain dont il fait également partie en tant que citoyen le forcera d'être libre, d'après une autre formule frappante de Rousseau. Voici donc pour un très bref aperçu de Rousseau, philosophe politique, et donc moral. L'impossibilité d'atteindre aux êtres réels me jeta dans le pays des chimères, et ne voyant rien d'existant qui fût digne de mon délire, je le nourris dans un monde idéal que mon imagination créatrice eut bientôt peuplé d'êtres selon mon cœur. Rousseau, Les Confessions, livre 9e. Nous avons vu Rousseau, enfant, grand lecteur de romans. S'il ne cesse par la suite de dénoncer la dissociation entre être et paraître et les fictions menteuses, Rousseau avoue lui-même que sa propre tête est pleine de chimères, et qu'il vit bien souvent sa propre vie en héros de romans, voire qu'il préfère bientôt à la société des hommes une qu'il s'est faite avec son imagination. Il est donc temps d'aller à la rencontre de Rousseau romancier, avec Julie ou la nouvelle Héloïse, lettre de deux amants habitant d'une petite ville au pied des Alpes, long roman épistolaire paru en 1761 et qui connut un immense succès. Notez bien que pour nombre de lecteurs du XVIIIe siècle, Rousseau n'est pas avant tout le philosophe des Lumières, mais l'auteur de Julie. Ce n'est pas pour autant que ce roman ne met pas également à l'essai les idées de Rousseau sur la société, la morale, la nature humaine. Ainsi Jean Starobinski écrit-il à son propos. La nouvelle Héloïse, parmi beaucoup de motifs entremêlés, nous propose une rêverie prolongée sur le thème de la transparence et du voile. Fin de la citation. Il écrit encore que cette nouvelle Héloïse est, je cite, « un rêve éveillé, où Rousseau cède à l'appel imaginaire de la limpidité qui ne trouve plus dans le monde réel et dans la société des hommes, un ciel plus pur, des cœurs plus ouverts, un univers à la fois plus intense et plus diaphane. » Fin de la citation. Vous reconnaissez là quelques-unes des obsessions de Rousseau, par exemple la transparence des cœurs. Dans la nouvelle Héloïse, il s'agit de l'histoire des personnages de Saint-Preux et Julie, nouvelle Héloïse, en référence à la passion qui unit Héloïse et son professeur Abélard. Précepteur dans une famille noble de Vevey, le jeune Saint-Preux, d'origine humble, est amoureux de son élève, Julie d'Étanges, également amoureuse de lui. La différence de rang social va rendre leur union impossible, et Julie devra se résoudre à épouser M. de Volmar, dont elle aura 2 enfants. Ce sont donc les règles d'un ordre social injuste qui s'opposent à l'union spontanée et naturelle de 2 cœurs. Vous voyez bien que le roman donne évidemment à penser lui aussi. Autre personnage important, Claire, cousine de Julie, son amie et confidente. Leurs 2 cœurs sont transparents l'un pour l'autre. Tous ensemble, ils forment enfin à Clarens une petite société idéale réunie autour de Julie, convertie à la foi chrétienne. Entre autres singularités de ce roman, le désir et l'amour physique entre les 2 amants y sont très présents et ne sont pas condamnés en tant que tels. On peut donc y lire une conciliation originale de la passion amoureuse et de la vertu. Le roman se conclut sur la mort de Julie, qui saute à l'eau après que son fils est tombé dans le lac, tombe malade et meurt en prononçant des discours édifiants. Mais peut-être sa mort est-elle aussi la seule issue à son désir, et peut-être qu'elle meurt de son amour impossible. C'est alors la perspective de la passion amoureuse comme destructrice qui fait retour. La mort de Julie est donc, en somme, vertueuse, religieuse et mort d'amour tout à la fois, ce qui n'est pas la moindre des superbes complexités de cette œuvre, impossible à résumer.
Concluons sur ce qu'évoque actuellement peut-être en premier pour nous le nom de Rousseau, c'est-à-dire ses écrits autobiographiques. Il est reconnu comme le père de l'autobiographie moderne, dans laquelle un individu dévoile sa vie en partant de sa naissance et en s'engageant à dire la vérité. Il est temps d'évoquer ici la devise de Rousseau, Vitam impendere vero, c'est-à-dire consacrer sa vie à la vérité. Ou encore l'épigraphe des Confessions, Intus et incute, qu'on peut traduire par à l'intérieur et sous la peau ou par entrer en soi-même. L'œuvre autobiographique de Rousseau est multiple. Il y a les Confessions, les Dialogues et les Rêveries, dernière œuvre dans laquelle il se demande encore, je cite, « Que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. » Les Confessions sont constituées de 12 livres couvrant 53 ans de la vie de Rousseau. Le titre fait référence au modèle des Confessions de Saint-Augustin. On a vu à quel sentiment d'injustice et de persécution répondait cette entreprise. Il s'agit bien pour Rousseau de se défendre, de se justifier devant ses contemporains par un livre d'une sincérité inouïe. Dans ce livre, Rousseau confessera effectivement quelques fautes, mais il fera bien davantage sa propre apologie. En effet, ce n'est pas tant la connaissance de soi par soi qui pose problème et en est l'enjeu. Il s'agit davantage, comme l'écrit Jean Starobinski, je cite, « d'une tentative de rectification de l'erreur des autres ». Fin de la citation. Ce sont les autres qui méconnaissent Rousseau, transparent à lui-même. Ainsi écrit-il dans sa correspondance « Je veux que tout le monde lise dans mon cœur ». Fin de la citation. J'aimerais vous lire également l'entrée en matière mémorable du premier livre des Confessions. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je me suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et plus qu'un seul te dise, s'il l'ose, « Je fus meilleur que cet homme-là. » Fin de la citation. Je sens mon cœur. Cette phrase nous révèle que pour Rousseau, l'acte de connaissance est immédiat et intuitif. Il passe par le sentiment. Ce qu'il va chercher à reconstituer, ce ne sont pas des chaînes de réflexion, mais bien des chaînes de sentiments. Entre de nombreuses originalités de l'entreprise, mentionnons le fait que Rousseau n'est pas un grand personnage d'État ni un noble, et qu'il décide quand même de rendre sa vie publique, sans aucun titre pour s'en justifier. À propos des lecteurs que cela rebuterait, il prévient. Il y a bien des lecteurs que cette seule idée empêchera de poursuivre. Ils ne concevront pas qu'un homme qui a besoin de pain soit digne qu'on le connaisse. Ce n'est pas pour cela que j'écris. Cette citation attire notre attention sur la dimension sociale des confessions. Dans les confessions, un rôle déterminant est attribué à l'enfance dans la formation de la personnalité. Et j'attire ici votre attention sur ce que j'appelle la dimension psychologique des confessions. Enfin, Jean Starobinski écrit à propos des confessions que Rousseau, je cite, a inventé l'attitude nouvelle qui deviendra celle de la littérature moderne. Fin de la citation. C'est-à-dire que le langage devient dans les confessions le lieu même de l'expérience, et que le sujet de l'autobiographie, en somme, ne préexiste pas à l'œuvre. Enfin, s'il s'agit bien dans les confessions de se justifier, de rectifier des erreurs, des injustices, de faire sa propre apologie, la mémoire dont il y est question est aussi mémoire du sentiment, c'est une mémoire affective, et on sent surtout dans certains passages des confessions un plaisir intense et mélancolique à raconter et donc à revivre certains souvenirs heureux. À la fin de sa vie, Rousseau entreprend la rédaction des Rêveries du promeneur solitaire. Il décrit par diverses expressions cette œuvre singulière. Il la décrit comme, je cite, un informe journal de mes rêveries, ou encore
un recueil de longs rêves. C'est la dernière œuvre de Rousseau, dans laquelle il se révèle poète en prose. Nous l'avons déjà dit, il ne croit plus pouvoir se justifier face aux hommes. Il écrit donc à présent pour lui-même. Cette œuvre est plus proche du journal intime, du dialogue avec soi. Partagée entre la sérénité qu'il dit trouver dans les rêveries, les promenades et la botanique, et l'ombre du complot ourdi par ses contemporains qui revient sans cesse le hanter, Rousseau évoque de derniers moments de bonheur, notamment ceux qu'il a passés auprès de Madame de Warens ou sur l'île Saint-Pierre. Il resterait encore évidemment beaucoup de questions à poser. Par exemple, entre autres, celle de la supposée misogynie de Rousseau ou de son paradoxal féminisme. Je laisse ici la question ouverte. Mais également la question de l'influence de ses idées sur la Révolution française. Je cite ici Starobinski une dernière fois. Rousseau prend place dans son siècle parmi les écrivains qui contestent les valeurs et les structures de la société monarchique. Si différents qu'ils aient été, la contestation crée entre ces auteurs une ressemblance et leur donne un air de fraternité. Chacun d'eux pourra être considéré à quelque titre comme un ouvrier ou un annonciateur de la prochaine révolution. Fin de la citation. Autre citation, Starobinski ajoute que Rousseau met en cause la société, l'ordre social dans son ensemble. Fin de la citation. Effectivement, on voit dans son œuvre une constante. C'est sa lutte contre l'inégalité sociale et pour la reconnaissance des mérites personnels, et sa passion de l'égalité et de la justice sociale. À titre d'exemple, des hommes tels que Montesquieu ou Voltaire souhaitent plutôt la préservation de la propriété privée et quelque chose comme le maintien de l'ordre hiérarchique en place. Je conclurai cette présentation, un peu paradoxalement, sur la toute première phrase de la nouvelle Héloïse, Adieu, qui en est aussi le commencement. Lettre numéro 1 de Saint-Preux à Julie. Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien. J'aurais dû beaucoup moins attendre, ou plutôt, il fallait ne vous voir jamais.